L'atoll de Clipperton est un lieu unique d'étude pour les bactériologistes du monde entier. Les cyclones tropicaux, déplaçant des tonnes de corail mort, ont refermé son anneau il y a un peu plus d'un siècle. Un fait rarissime. Il n'existe pas plus de 10 atolls fermés sur la planète. Et celui-ci est le seul du Pacifique Est. Le bouillon verdâtre qui s'est formé en son sein n'a pas encore livré ses secrets. Il est particulièrement intrigant au cœur d'un trou dont une légende dit qu'il est sans fond. Au cours du XXe siècle, des expéditions se sont succédées ici. Mais leur technologie ne leur permettait pas encore de percer les mystères du lagon. L'espoir est plus grand pour cette nouvelle expédition, menée par Jean-Louis Etienne. Trois couches d'eau bien distinctes, dont une sans oxygène, reposeraient au cœur de cet écrin fragile. Le chercheur Philippe Le Baron, secondé par l'israélienne Hila Eliphants et 3 autres bactériologistes français, procède par étapes. Ils étudient d'abord la première des 3 couches de ce bassin si particulier, la peau de l'eau, peuplée de bactéries très résistantes aux rayons du soleil. Philippe utilise un tamis d'1/5 de millimètre pour récolter l'infiniment petit. On s'intéresse à ces bactéries parce que leurs mécanismes de protection par rapport aux radiations ultraviolettes sont encore mal connus. Et donc c'est intéressant puisque comprendre ces mécanismes de protection des bactéries peut permettre de produire des molécules qui peuvent être intéressantes pour l'industrie pour produire par exemple des crèmes solaires, produire des produits susceptibles de retarder le vieillissement de la peau, l'oxydation de la peau. Les opérations de filtrage doivent se faire par temps calme pour éviter que les bactéries ne soient mélangées avec celles vivant plus profondément et ayant d'autres propriétés, ce qui fausserait les résultats. Quand on boit de l'eau au robinet, quand on prend la tasse en mer, il faut savoir qu'on ingurgite à peu près 1 million de bactéries par petit cube de 1 cm sur 1 cm. Et ce sont des bactéries qui provoquent aucune maladie. Bien au contraire, elles sont extrêmement utiles parce que ce sont elles qui vont permettre d'épurer, de nettoyer tous les milieux. Au camp, une autre équipe prend la relève. Il s'agit de ratisser la surface en utilisant un filet aux mailles plus larges. Les biochimistes Loïc Charpy et Martine Rodier doivent récolter le plancton végétal et animal qui vivrait dans cette première couche d'eau. Bien que le lagon soit fermé, sans contact avec l'océan, sans que ses eaux puissent être régénérées, on est loin d'un lagon mort. La présence d'une colonie de dizaines de milliers d'oiseaux, de fous masqués, de foulques, de hérons et de centaines de milliers de crabes enrichit la vie microbienne de ces eaux. Un jeune oiseau tombe parfois accidentellement dans le lagon. Son duvet se gonfle alors d'eau comme une éponge. Alourdi, il ne peut remonter et finit par se noyer. Le corps est aussitôt attaqué par une myriade de crustacés qui nettoient le cadavre en quelques jours. La présence de ces mini-crevettes rend d'ailleurs très inconfortable la baignade pour les membres de l'expédition. Depuis la berge, le chimiste Alain Coutet du Muséum d'histoire naturelle de Paris drague ses eaux stagnantes tout autour de l'atoll à la recherche de microalgues particulières, les dinoflagellés, qui produisent de l'oxygène. Jean Prat, responsable de la logistique, Jean-Claude Brive, le chef plongeur, et Didier Noireau, le caméraman sous-marin, partent explorer ces eaux mystérieuses. Par endroits, le fond est complètement tapissé d'algues. La salinité du lagon n'est pas nulle. L'eau de mer doit s'infiltrer doucement par le corail et permet à quelques espèces marines de survivre.
Au village, les scientifiques suggèrent à Gérard Guérin, le bricoleur de génie de l'équipe, de creuser le sol à la recherche d'une nappe phréatique. Le corail est un formidable filtre et pourrait renfermer un véritable trésor d'eau douce. Ah ben voilà. Sur Clipperton, tout le monde partage les corvées. Les repas sont les seuls moments de détente des chercheurs pour qui chaque jour compte, car leur séjour sur Clipperton est de courte durée. Aujourd'hui, Philippe et Hila ne peuvent participer au repas. Ils doivent filtrer d'urgence leurs échantillons afin de préserver les bactéries de cette première couche d'eau du lagon. Il faut les conditionner en milieu stérile et les faire se multiplier en colonies afin d'envisager des études à long terme. La bactérie, on lui doit un grand merci puisqu'elle est à l'origine de la vie sur Terre. Elle est le premier organisme vivant à avoir colonisé la planète. Pour le grand public en général, il y a vraiment une mauvaise information qui est faite sur les micro-organismes ou le sens des micro-organismes. Quand on parle de bactéries, on parle souvent de micro-organismes pathogènes, ceux qui sont responsables des maladies. Et en fait, il existe une très grande diversité de bactéries. C'est un domaine extrêmement fabuleux aujourd'hui parce qu'on connaît qu'à peine 10% des bactéries qui existent dans le monde. Aujourd'hui, on est encore à faire l'inventaire de la diversité. Tous les jours, quasiment, on découvre de nouvelles bactéries, on découvre de nouveaux organismes qui seront certainement utiles pour l'homme. Ça peut être pour produire des molécules sur le plan thérapeutique pour la santé humaine, ça peut être des molécules sur le plan alimentaire, ça peut être des bactéries capables de dégrader des déchets que l'homme produit, ça peut être toutes sortes de choses. Gérard n'a pas chômé. En quelques heures, il a trouvé le trésor de Clipperton à seulement 60 cm de profondeur. Une nappe phréatique alimentée par l'eau de mer et la pluie, filtrée depuis des milliers d'années. Elle est douce et fraîche à souhait. Un puits, un tuyau, une pompe. Et Gérard fait le bonheur des Clippertoniens. Une eau potable qui pourrait aussi sauver la vie des naufragés sur les atolls déserts. Loïc et Martine, les biochimistes, s'attaquent maintenant à la deuxième couche d'eau du lagon, celle qui se tient sous la surface. Ils quadrillent l'atoll méthodiquement avec un GPS et veulent évaluer la productivité de ce lagon. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le phytoplancton. Alors, le phytoplancton, c'est constitué essentiellement d'algues, mais aussi de bactéries qui font de la photosynthèse comme les algues. Donc ce phytoplancton, en fait, il est en suspension dans les eaux. Ce sont des organismes qui sont unicellulaires, qui ont une seule cellule et qui arrivent à se reproduire à peu près une fois par jour. Donc on aura une idée, en fait, de la fertilité de ce lagon, un petit peu comme le paysan est capable d'évaluer la fertilité de son champ. Tout simplement, un paysan, il a ça sous forme de tonnes de blé par hectare et par an. Et nous, ça sera par jour, parce que ce sont des organismes qui se reproduisent très très vite. Peut-être qu'un jour, on voudra faire de l'aquaculture dans ce lagon. C'est pas impossible que, puisque c'est un territoire, enfin c'est un territoire, c'est un domaine français, c'est pas impossible qu'un jour se crée une base et qu'on puisse élever des algues notamment. La remarquable productivité des algues, leur adaptation à tous les milieux, leur valeur nutritive, en font de précieux atouts pour lutter contre la faim dans le monde. La spiruline est l'exemple de l'algue qui a déjà fait ses preuves. Cette spiruline est consommée traditionnellement par certaines populations. Par exemple au lac Tchad, par exemple au Mexique, où les Aztèques déjà l'utilisaient. Alors elle est utilisée en complément alimentaire, justement parce qu'elle contient énormément d'éléments très intéressants, des provitamines,
Elle contient aussi des pigments qui permettent de lutter contre les infections. C'est peut-être ça le trésor de Clipperton. Au laboratoire, l'objectif pour les deux chercheurs est de déterminer la constitution de cette deuxième couche d'eau. Armés d'azote liquide, de colorants chimiques et de chalumeaux, ils se lancent à la découverte sur la piste des éléments nutritifs du lagon, ammonium, nitrate, phosphate. Mais il semblerait que l'atoll de Clipperton ait un autre secret à livrer. À Clipperton, j'essaye de comprendre pourquoi le lagon, enfin comment fonctionne le lagon. En parallèle, je fais quand même quelques prélèvements qui n'ont pas vraiment à voir avec le fonctionnement du phytoplancton, des échantillons pour mesurer les métaux dans le milieu lagonaire, parce qu'il semblerait qu'il y ait des traces d'argent, d'or, donc qui ont été détectées. Et donc on va essayer de confirmer ou d'infirmer ces découvertes. Jean-Louis Etienne, intrigué par cette histoire, se joint aux chercheurs. Alors cette histoire de l'or et de l'argent, là, c'est pas très vieux, ça date de 1984. Ah oui. Donc 20 ans. Et c'est un laboratoire américain qui a saisi officiellement l'état de cette situation, qu'il pourrait y avoir donc cette richesse en or et en argent ici. Est-ce qu'une découverte comme ça, je sais pas, c'est quand même précieux l'or. On peut arriver, vous serez à la tête d'une information importante. Oui, mais tu sais, le volume d'eau du lagon n'est pas tout de même énorme. Hein. Oui. Donc, pour arriver à extraire, si tu veux, de l'or... Non, ça veut dire qu'il y a des filons dessous avec... Ah non, je pense pas. C'est de l'or dissous. C'est de l'or dissous. C'est de l'or dissous. Celui que Alors je peut-être mesure, peut-être qu'il est un peu plus concentré à cause de la physico-chimie particulière de ce lagon, mais... Oui, c'est pas un filon d'or, c'est parce pas qu'on parle possible d'or et d'argent. Ouais. Ça me paraît impossible, si tu veux, que le substrat en dessous puisse enrichir en or et en argent. Enfin bon, je suis pas géologue. Quelque chose qui serait grignoté. Le trésor de Clipperton, peut-être. Motus, c'est plutôt. Motus, c'est beau, je peux dire. Conditionnés dans l'azote liquide à moins 196 degrés, les échantillons d'algues seront décongelés et mis en culture plus tard, en laboratoire. Les journées sont longues à Clipperton. Dans le laboratoire voisin de Loïc Charpy, l'algologue Alain Coutet recherche dans ses échantillons de microalgues la chlorophylle qui apparaît en rouge au microscope sous la lumière fluorescente. Une substance que les gens connaissent bien parce qu'on la connaît par le chewing-gum, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est une molécule qui est indispensable pour tous ces petits organismes pour arriver à vivre. Ça leur permet de capturer le gaz carbonique de l'air, donc c'est intéressant pour nous parce que ça épure un peu l'atmosphère. La réaction chimique qui fait que le gaz carbonique se transforme en molécules compliquées grâce à la chlorophylle et à la lumière, eh bien ce produit, c'est l'oxygène. C'est un déchet de la réaction. Et l'oxygène qu'on respire, l'essentiel est formé, fabriqué par ces petits organismes. Donc il faut protéger l'eau et éviter de déverser n'importe quoi dans l'eau, sinon on tuera ces organismes qui sont essentiellement responsables de la production d'oxygène. Là, c'est vraiment superbe. C'est une espèce de feu d'artifice. Au camp, à côté du réfectoire, Jean-Louis Etienne est en visioconférence avec des scientifiques et du public rassemblés dans l'amphithéâtre du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ensemble,
Ils discutent du phytoplancton, filmé au travers d'une loupe binoculaire et d'un microscope à balayage électronique. L'image qu'on a à l'écran, c'est fabuleux, le microscope électronique. Là, on entre dans une dimension, une intimité cellulaire. C'est d'une grande beauté, c'est de la dentelle. On ne peut pas imaginer, comme tu dis, qu'il y a des milliards de choses comme ça dans le lagon, quoi. Les questions du public s'enchaînent. Le lagon de Clipperton intrigue. Il était plein d'eau de mer à l'époque où l'anneau de corail n'était pas encore fermé. Jean-Louis Etienne évoque avec les scientifiques et le public une ancienne passe qui se situait près du rocher. Voici le rocher. C'est formidable, Camille, hein. Voici le rocher donc entouré avec la flèche. Il y a de temps en temps de l'eau de mer qui passe avec les vagues quand la houle est importante. Vous voyez, la barrière de corail s'interrompt à ce moment-là. Et on trouve aussi, quand on se penche sur les bords du côté lagon, on se rend compte qu'il y a de l'eau de mer qui s'infiltre et qui circule, qui se dirige vers l'intérieur du lagon. Les recherches se poursuivent. Cette expédition est peut-être la dernière à l'intérieur de l'atoll fermé de Clipperton. Le lagon pourrait se rouvrir d'un jour à l'autre sous les coups de boutoir de l'océan et laisser s'échapper à tout jamais les secrets qu'il renferme aujourd'hui. Les eaux de mer viendraient nettoyer la cuvette de corail de ces bactéries si particulières. Il est temps pour Philippe et son équipe d'aller étudier le lagon plus en profondeur, d'aller observer la troisième couche d'eau, la moins perturbée par les pluies et les tempêtes, celle qui stagne au fond depuis la fermeture de l'anneau de corail, celle qui fait de Clipperton un lieu exceptionnel. L'écosystème de Clipperton est quasiment unique au monde et si les scientifiques sont motivés aujourd'hui pour venir ici, c'est certainement pas pour profiter des cocotiers, mais surtout pour étudier un écosystème qui est extrêmement original et surtout porteur de nouveautés sur le plan scientifique. La bouteille d'échantillonnage s'enfonce dans les eaux vertes. Elle traverse la première et la deuxième couche, s'en va vers le fond, à 35 mètres environ. Elle se retrouve dans une couche dépourvue d'oxygène, dont on ne trouve l'équivalent qu'en mer Noire, à 120 mètres de profondeur. Ici, elle est à 14 mètres seulement. Un plomb commande la fermeture de la bouteille. Le contenu du lagon serait un peu celui d'un Irish Coffee, avec deux liquides, de densités différentes, posés l'un sur l'autre, et qui ne se mélangeraient pas. Philippe espère y trouver des métabolismes proches de ceux qui ont existé à l'origine de la vie sur Terre. Les premières bactéries qui ont existé à la surface de la Terre sont des bactéries thermophiles qui étaient capables de se développer et de fonctionner à des températures très élevées et surtout en l'absence d'oxygène. Et puis progressivement, ce sont les bactéries qui ont permis que l'atmosphère se transforme et progressivement deviennent aptes à la vie d'autres organismes. C'est l'oxygène, effectivement, produit par des milliards de cyanobactéries, qui a permis l'avènement de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le trou déclaré sans fond par une expédition précédente est l'objet de la prochaine et dernière exploration du lagon. Jean-Claude Brive, chef plongeur, et Didier Noireau fixent les consignes de sécurité. Pour ce type de plongée, on va prendre un maximum de sécurité. D'accord. Première sécurité, on reste très près les uns des autres. S'il y a un problème, on prend là et on fait 1, 2. 1, 2, ok? Ok. S'enfoncer dans ce puits, qui est peut-être une ancienne cheminée du volcan, c'est basculer dans un autre monde. Les projecteurs peinent à percer les eaux glauques et les plongeurs perdent vite leurs repères. Où est le haut? Où est le bas? Cette mouvante dentelle de matière spongieuse est-elle une paroi? Ou déjà le plancher du trou? Le profondimètre indique la voie à suivre. Mais le fond apparaît. Étrange. Où est le trou sans fond annoncé? Le bras s'enfonce dans une épaisse couche de matière en décomposition.
sans rencontrer de résistance. Est-ce là le mystère du trou sans fond? Mais attention, cette exploration trouble l'eau. Yann Thomas, l'assistant de Didier, se laisse surprendre par un changement brusque de densité dans la couche d'eau. Il ne parvient plus à freiner sa chute et atterrit la tête la première dans la vase. Il reste un long moment immobile. Que se passe-t-il? L'équipe s'inquiète. Fausse alerte. Il essaie seulement de traverser le bouchon végétal. Toute cette agitation a provoqué un dégagement d'hydrogène sulfureux qui assaille les muqueuses, brûle les yeux et la peau des plongeurs. La confusion est totale. Jean-Claude fait signe qu'il a un problème. Il faut remonter d'urgence. La plongée se révèle extrêmement dangereuse. L'exploration est compromise. Le premier trou, c'est pour les enfants de cœur. Celui-là, là c'est quelque chose. Attends, ça sent mauvais ça. Alors ça, putain. T'es bien explosé toi. Ah ouais, là... T'en laisses pour les potes. T'en laisses pour les potes. Ah, ça fait du bien. Je suis désolé, ça va te faire un peu un look de pirate, hein, mais bon, sur Clipperton, c'est pas gênant. Voilà. Tiens, tu m'aides à maintenir avec ta main là le pansement pendant que je l'accroche. Maintenant que tu sais que c'est quand même quelque chose de dangereux, est-ce qu'il y a un attrait particulier? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce trou sans fond là? Dans ce trou sans fond, on va chercher peut-être quelque chose qui n'existe pas. Oui. Mais on voudrait savoir, on voudrait essayer de, comment dirais-je, de faire avancer les choses et de savoir, d'apporter des éléments aux gens qui voudraient bien savoir ce qui se passe dans ce trou sans fond. D'où vient cette acidité, d'où vient ce magma, d'où vient tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'en dessous il y a de l'eau de mer, est-ce qu'en dessous il y a encore de l'eau douce, est-ce qu'il y a une vie? Ah oui. Oui, faune, parce que vous allez peut-être trouver une vie là-dessous, une vie voilà. de profondeur, enfin de profondeur à 50 mètres, vous pouvez avoir trouvé une vie qui est peut-être connectée avec l'océan. Avec l'océan. Avec l'océan, ouais. Et peut-être du corail, peut-être, qui sait. Oui, d'accord. Dans le myriophyllum, on se croirait dans le tropique. Alors là, la peau, ça commence à piquer là? Non, pas là. Ouh, ça c'est parce que vous avez remué. Oui, oui, ça, parce qu'on ne sait pas où on va, donc... Vous êtes dans la vase totale. Oui, mais là on est au bord du trou, dans la vase totale. Il y a la fin du monde? Ou le début, je sais pas. Des sondages effectués avec un poids de fonte révéleront que la profondeur du trou sans fond ne dépasse pas 34 mètres. Ainsi prend fin une légende. Au milieu du plancton, il n'y a pas non plus d'or ni d'argent. La rumeur était fausse. Le lagon de Clipperton reste un formidable laboratoire du vivant qu'il faut préserver. Les cyanobactéries qu'il contient, forme de vie archaïque apparue aux premiers âges de la Terre, il y a 3,5 milliards d'années, pourraient faire avancer les recherches sur les origines de la vie. L'exploitation des autres échantillons recueillis prendra de longs mois. Mais les scientifiques rentrent avec une collection unique de nouvelles espèces de micro-organismes, porteurs d'espoir pour la recherche agroalimentaire et médicale. Cet écrin d'eau verdâtre est unique au monde. L'île de Clipperton est sortie des eaux il y a 50 millions d'années. C'était une terre volcanique sans vie, un morceau d'enfer.
Petit à petit, quelques espèces animales et végétales ont réussi à s'y implanter. Les scientifiques cherchent à savoir comment cette colonisation progressive s'est opérée. À l'évidence, les dizaines de milliers d'oiseaux sont arrivés seuls, trouvant sur leur chemin de migration une escale propice, sans prédateurs. Ils pouvaient donc s'y reproduire tranquillement. À l'évidence, ils ont atterri ici avec leurs parasites, jouant ainsi un rôle dans la dissémination des espèces. Le vent a aussi porté sur des milliers de kilomètres des graines et du pollen que Jean-Louis Etienne récolte toutes les semaines. Les crabes terrestres posent plus de problèmes. Comment ont-ils débarqué? En fait, leurs larves survivent dans l'eau salée et ont pu venir des archipels voisins. Mais la vie se cache aussi ailleurs. L'herpétologue Ivan Inetch, spécialiste des reptiles, part en chasse et fouille les étendues de corail mort qui forment l'atoll. En moins d'une heure, Ivan a trouvé une première espèce de lézard. La couleur de ce petit cincidé l'intrigue. Il est noir comme le vieux corail de Clipperton. Alors maintenant, on va essayer de voir si les petits cincidés occupent les noix de coco. Et là, comme le temps est couvert, c'est pas une journée idéale pour l'activité des lézards, donc ils sont cachés. On va probablement en trouver dans les noix de coco éparpillées. Donc le problème maintenant, c'est de trouver quelques noix de coco qui sont généralement regroupées et rapportées par les vagues en provenance des cocoteraies qui sont situés beaucoup plus loin. Oui, il y a un lézard. Ah, c'est génial. Waouh, je l'ai sur l'écran là. Super. Oh, c'est super. Et normalement, cette espèce-là se repose dans les blocs de corail qu'on voit un peu partout. Mais là, de temps en temps, quand une noix de coco est disponible, eh bien, il en profite. Là, c'est absolument génial. On le voit très bien en train de se reposer. Apparemment, ça ne dérange pas du tout la lumière. Donc, ça fait une petite maison. Ça protège du soleil, ça protège du vent, ça protège de la pluie. Bon, ça protège des crabes aussi, hein, puisque les crabes n'arrivent pas à rentrer. La couleur noire de l'épiderme de ce lézard serait-elle une preuve de son adaptation? Camouflage contre les crabes ou simple protection contre le soleil? Ivan poursuit son investigation. Une chose est sûre, les ancêtres de ces lézards viennent de loin. Si le vent permet aux oiseaux, au pollen et à quelques graminées de se déplacer, la mer est aussi un formidable disséminateur d'espèces. La plupart des îles du Pacifique ont été colonisées grâce aux courants marins. L'atoll de Clipperton n'échappe pas à la règle. Les ancêtres du lézard sont arrivés d'Asie, à bord de radeaux de verdure, de la végétation arrachée par les tempêtes et les cyclones, poussée par le contre-courant nord-équatorial, qui, après avoir frappé l'Amérique centrale, revient et fouette l'île de Clipperton. Les crabes sont venus de moins loin. Le courant les a amenés des îles Revillagigedos, où se trouvent leurs cousins, très proches d'eux génétiquement. L'atoll est pauvre, mais il est encore jeune à l'échelle géologique et nombre d'autres espèces pourraient peut-être un jour le coloniser. Les courants n'amènent pas que des espèces animales ou végétales sur Clipperton. Ils charrient également ce que l'homme leur confie par négligence et insouciance. Gérard Gauvin, logisticien de l'expédition, est également volontaire pour débarrasser quelques kilomètres de côte de tous ces immondices. Il y consacre 1 heure tous les matins, juste le temps pour avancer de quelques mètres et remplir de gigantesques sacs qui seront plus tard ramenés sur le continent par un navire de la Marine nationale. Malheureusement, seuls 10% de ces plastiques, trop dégradés par les ultraviolets, pourront être recyclés. En attendant que tout soit propre, la faune s'est adaptée à ces conditions.
L'atoll est dominé par une dent rocheuse, seul vestige du volcan à l'origine de l'île. La masse de pierre, battue par les vents et les embruns, est érodée. Posée au bord de l'eau, chauffée par le soleil, souillée par les fientes d'oiseaux, elle procure de la matière organique, de l'ombre et de l'humidité, de la chaleur, les conditions favorables au développement de la vie. Yvan y poursuit sa recherche. Donc il a perdu sa queue là. On voit la queue qui bouge toute seule. C'est assez impressionnant. Elle bouge toute seule puisque en fait elle permet à l'animal. Voilà. Ça c'en est un autre. Hein. C'est pas celui de la queue, donc ça c'est un petit bébé. Et la queue continue toujours de bouger. Le fait qu'elle bouge, ça attire l'attention du prédateur. Et ça permet au lézard de partir pendant que le prédateur est occupé avec cette queue qui bouge et qui l'intrigue. Et il va s'intéresser uniquement à la queue qui bouge très rapidement pendant 5 à 10 secondes. Ce qui permet au lézard de partir. Et par la suite, il va régénérer sa queue qui sera en fait pas du tout constituée de la même façon. La première fois, à l'origine, la queue est constituée de vertèbres, alors que la seconde fois, la queue qui se régénère est composée uniquement de cartilage. Jean-Louis Etienne n'a pas monté cette expédition pour que les études des chercheurs finissent dans des dossiers bien classés, des thèses ou des articles destinés aux seuls scientifiques. Il veut transmettre la connaissance, être le médiateur entre la science et le grand public, afin d'inciter les adultes, mais surtout les enfants, à s'émerveiller de notre planète et à la protéger. Il rejoint parfois les scientifiques et partage avec eux la découverte de l'écosystème de l'atoll. En retrouvant Yvan, Jean-Louis découvre que les lézards se sont parfaitement adaptés et doivent leur survie à la présence des oiseaux. L'espèce s'est clipertonisée alors, il s'est totalement... Absolument, l'espèce s'est clipertonisée, ça c'est absolument spectaculaire. Et moi déjà j'étais en admiration devant ces lézards auparavant parce que c'est vraiment des spécialistes biogéographiques adaptés à coloniser les îles du Pacifique les plus isolées. Mais là à Clipperton, l'espèce a encore fait un pas en avant supplémentaire puisqu'elle a adopté une écologie complètement différente de toutes les autres populations qu'on rencontre ailleurs dans le Pacifique. C'est-à-dire que les ancêtres de ce lézard qui vit ici au bord de mer ne vivent jamais au bord de mer, jamais. Par contre, en Polynésie française, il y a une autre espèce qui vit un petit peu au bord de mer, qui a une écologie similaire. Donc, non seulement elle a adopté une écologie particulière, mais elle a profité en fait de la niche vacante, de la niche libre ici, de l'habitat qui était libre. C'est le bord de mer parce que c'est là où on trouvait de la nourriture, et les tiques d'oiseaux notamment. Après observation, les lézards de Clipperton n'ont pas de prédateurs. Les fous masqués sont des oiseaux marins, ils se nourrissent de poissons. Quant aux crabes, ils ont bien assez de nourriture avec les cadavres des volatiles qui jonchent les 2 km² de l'île. Les cincidés noirs trouvés par Yvan sont diurnes, c'est-à-dire qu'ils chassent pendant la journée. Mais des expéditions antérieures ont recensé un gecko, un reptile actif la nuit. Yvan veut le trouver et l'identifier. Voilà, c'est vraiment très joli, ça c'est un bel endroit que j'aime beaucoup, surtout la nuit. Alors la journée, en fait, les cincidés sont actifs et les geckos se réfugient dans ce type de cavité. Alors que la nuit, eh ben, c'est l'inverse. Hein. Dans ce monde minéral où la nourriture est peu abondante, seules des espèces complémentaires peuvent cohabiter. Yvan repère enfin la deuxième espèce de reptile de Clipperton, un gecko, lui aussi originaire d'Asie. Il est aveuglé par la lampe, ce qui rend la capture plus facile. Alors ce gecko, comme moyen de défense, eh bien, il est capable de perdre sa peau. Les lambeaux de peau, ici, sa chair est à vif. C'est un moyen de défense. Par exemple, lorsqu'un oiseau le prend, ici il n'a pas de prédateurs, mais dans ses pays d'origine, il y a des prédateurs.
Donc il perd sa peau pour se défendre et réussir à fuir de la bouche d'un prédateur, un oiseau par exemple ou un serpent. Et elle repousse vraiment très très rapidement, en l'espace d'une douzaine de jours. La peau est pratiquement intacte à nouveau. Ça c'est encore un réflexe qu'il a conservé, hein. Ici il n'y a pas de prédateur. Le lendemain, Yvan dissimule 20 plaques de glu destinées à attraper les insectes parcourant les galeries de corail à l'abri du soleil. Ce sont peut-être les proies des lézards. À Clipperton, ils sont probablement au début de la chaîne alimentaire. Sur une plage toute proche, des volontaires aident Gérard à collecter les déchets échoués. Un geste sans cesse recommencé, car les vagues en apportent tous les jours. Pascal, le cuisinier, participe régulièrement au ramassage des tonnes de plastique. Il arpente toujours les plages et découvre de plus en plus de paquets identifiés comme étant de la cocaïne. La drogue a probablement été jetée à la mer par des trafiquants sur le point de se faire prendre. Les petits colis sont généralement lestés avec des plaques de sel qui les entraînent au fond, à l'abri du regard des douaniers. Lorsque le sel a fondu, les paquets remontent et flottent. Les trafiquants n'ont plus qu'à suivre les courants pour les récupérer. Pascal va rendre immédiatement compte de sa trouvaille à l'autorité de l'île, Jean-Louis Etienne. C'est la 3e fois de la semaine que quelqu'un trouve de la drogue sur les plages de l'atoll. Attention, s'il vous plaît. Et vous cherchez du sucre glace. Oh putain! Je vous paye ma tournée. Non! Allez, un petit dernier pour la route. C'est un nouveau fournisseur. Ah ouais? C'est pas les mêmes paquets. Black Panther. C'est bon ça. Dans tous les cas, ça fait des... Pascal, peux-tu m'expliquer pourquoi ce paquet est entamé? Si les crabes et les oiseaux ont colonisé Clipperton de façon naturelle, d'autres espèces, plus nuisibles, ont suivi l'homme et séjourné ici. Des cochons, des poules, des ânes ont débarqué au cours de missions précédentes, comme celle de militaires américains en base à Clipperton pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces animaux domestiques ont disparu. Il reste les rats, que les scientifiques Michel Pascal et Philippe Orvelec sont chargés d'éradiquer. Mais les 1000 pièges ne suffiront pas. Les rongeurs, arrivés à la fin des années 90 à bord d'un navire échoué, ont proliféré de façon spectaculaire et ont investi toute l'île, de la cocoterie jusqu'au rocher. La liste des envahisseurs de l'île n'est pas encore exhaustive. L'entomologiste de l'expédition, Romain Dubois, est sur la piste des insectes, les cafards, les moustiques et autres mythes. Parmi ces nuisibles, le plus petit est le plus féroce. C'est un vampire. Il attaque l'homme aussi bien que les volatiles, suce le sang et se dissimule par centaines de milliers dans les plumages. C'est la tique d'oiseau. Ça gratte à Clipperton. L'enquête de l'entomologiste se poursuit souvent au-delà du coucher du soleil. C'est la nuit que certains insectes sortent de leur cachette. Les premiers et les plus nombreux sont les cafards, un parasite qui voyage avec l'homme, le suit partout où il se rend
et s'adapte à tout type de nourriture. C'est l'un des seuls animaux qui survivraient à l'apocalypse. À la cantine, Ivan Inetch présente ses dernières découvertes. Il rassure aussi les habitants de l'île. Il peut affirmer qu'il n'y a pas de serpent à Clipperton. Une bonne nouvelle, alors que l'expédition est à 3 jours de mer du premier hôpital. Le laboratoire est ouvert 24 heures sur 24. Romain a capturé de nombreux insectes, des punaises, des araignées, des mites et des fourmis, responsables de trous dans les vêtements des habitants de l'atoll. Il réalise qu'il n'y a pas de moustiques, sans doute à cause du vent et des tempêtes tropicales. Mais il découvre par contre 2 nuisibles avides de sang. Un crustacé isopode vivant dans le lagon, qui mord jusqu'au sang la peau du premier baigneur venu. Et la tique d'oiseau, ici avec sa mue, un acarien dont les morsures engendrent démangeaisons et plaies purulentes. L'informaticien Camille Fresser établit une connexion satellite avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris pour une conférence avec Jean-Louis Etienne. Il y a essentiellement des blattes, alors des belles blattes qui ont la taille du pouce. Je pense avoir été victime d'une piqûre de scolopendre et c'est assez douloureux. Il y a pas mal de fourmis et tu l'évoquais tout à l'heure, par chance il n'y a pas de bêtes venimeuses, à part peut-être le scolopendre que j'évoque, mais c'est pas quand même dérangeant. Il n'y a pas de serpents par exemple sur Clipperton, il n'y a pas de moustiques. Elliot, le fils de l'explorateur, Pascal le cuisinier et Benoît Terlet, l'un des matelots du voilier en escale, aident Gérard à nettoyer les plages. Malgré ses efforts au quotidien, il sera impossible de tout nettoyer en 4 mois de présence sur l'île. Avec ce qu'il a ramassé, Pascal organise un défilé collection poubelle. Brosse à dents, peignes, tissus, jouets, la plage est un véritable marché aux puces. Pascal improvise chaque jour une tenue différente. Casseroles, vêtements, planches, bouées, filets, Clipperton fournit de quoi s'habiller, construire et se distraire. On va encore crever. Yvan, l'herpétologue, poursuit l'identification des espèces de lézards dans la cocotteraie. Curieusement, il n'y trouve aucun spécimen. Eh bien, en fait, lorsque ces lézards sont arrivés, je parle du petit cincidé endémique de Clipperton qui s'appelle Emoia arundeli. Eh bien, lorsqu'il est arrivé, il n'y avait pas de cocotteraie. Donc ce lézard était obligé de composer un peu avec ce qu'il a trouvé ici, c'est-à-dire du corail, encore du corail et des oiseaux marins. Des oiseaux marins en très très grande quantité. Ce qui fait qu'à l'origine, son ancêtre qui est venu coloniser cet atoll vivait dans les cocotteraie. Mais lorsqu'il est arrivé ici, il n'a pas trouvé de cocotteraie, donc il était obligé de prendre ce qui était à sa disposition, c'est-à-dire le corail. C'est pour cette raison que ce lézard s'est entièrement adapté, il a évolué de façon à occuper la niche qui était disponible et c'est donc les amoncellements de corail avec des oiseaux marins à profusion. Et la seule alimentation vraiment abondante, donc c'était les rares insectes, mais surtout les tiques d'oiseaux. C'est donc bien grâce aux volatiles que les lézards ont survécu. Yvan relève les plaques de glu déposées la veille.
a priori des crottes de crabes. J'ai l'impression que c'est les crottes des crabes. En apparence, peu d'animaux se sont fait piéger. Mais toutes les plaques doivent être étudiées au microscope pour évaluer la densité des insectes vivant dans ces dédales de corail. Yvan trouve une moyenne de 5 insectes par plaque de glu. En disséquant une dizaine de lézards, il définit avec plus de précision le régime alimentaire du petit reptile. Celui-là contient une petite araignée, un pince-oreille et pas moins de 16 tiques, leur nourriture principale. Les réserves semblent inépuisables sur Clipperton, qui abrite la plus grande colonie au monde de fous masqués, avec 120 000 individus. Yvan explique à Jean-Louis les mutations qu'a subies le syncidé. À Clipperton, la théorie de l'évolution explique même la couleur noire du lézard. Il n'y a qu'à Clipperton qu'on trouve des individus mélaniques complètement noirs. Il a des pigments qu'on appelle de la mélanine qui vient à la surface de la peau. Là, il est très sombre, il n'y a plus aucune marque dorée visible. Alors la fonction du mélanisme, il y a deux hypothèses. La première est peu probable. On pourrait penser qu'en fait que ce lézard est présent sur Clipperton depuis très longtemps et qu'à une époque donnée, lorsqu'il est arrivé, toutes les roches étaient noires à cause du volcanisme et que le lézard a adopté cette coloration pour un peu se protéger, se camoufler dans les rochers. Mais en fait, comme il y a peu de prédateurs, c'est peu plausible. La deuxième hypothèse, c'est que cette coloration lui permet probablement de supporter le fort rayonnement solaire. Un hélicoptère a décollé du Prairial, une frégate de l'armée française en mission de surveillance dans le Pacifique. Ce bâtiment doit lutter contre des bateaux de pêche pirates. Aujourd'hui, sa mission est plus symbolique. L'équipage du Prairial vient rappeler la souveraineté française sur l'île et aider l'expédition à se débarrasser des détritus. Jean-Louis Etienne rend visite à l'équipage et après consultation du tribunal de grande instance de Paris, confie au commandant pour près de 5 millions d'euros de cocaïne. L'île n'est pas à l'abri d'une visite des narcotrafiquants. Et mieux vaut se séparer de ce dangereux butin. On avait l'impression, nous, d'avoir découvert quelque chose d'important. On a avec nous ici un Américain, et qui dit, la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont trouvé un paquet de 32 kilos. C'est ça, moi j'en ai vu. Je sais pas, donc on a... Alors, Sur le pont, les sacs de déchets plastiques continuent d'affluer. Des crabes, pris la pince dans les poubelles, ont fait le voyage jusqu'au bateau. Après cette opération symbolique, l'île n'est pas propre pour autant. On évalue à 60 tonnes le nombre des déchets qui se trouvent encore sur les 2/3 des plages. Pendant des milliers d'années, ce morceau de terre perdu a été patiemment colonisé par des espèces végétales et animales. Pour l'expédition de Jean-Louis Etienne, c'est un terrain de recherche idéal pour observer comment les espèces réagissent entre elles, comment les équilibres se mettent en place. Mais que deviendra Clipperton? Un paradis de verdure à la biodiversité aussi riche que les îles de Polynésie? Ou une décharge à ciel ouvert peuplée de rats? Cet atoll du Pacifique sera le meilleur révélateur de notre capacité à endiguer la pollution qui, pour le moment, asphyxie toujours notre planète. Clipperton est une oasis dans le Grand Bleu. Elle n'a aucune île voisine. Les scientifiques installés dans la Grande Palmeraie espèrent trouver sous l'eau un écosystème original, des formes de vie ou des comportements particuliers. L'éloignement et l'isolement favorisent généralement l'apparition d'espèces endémiques, c'est-à-dire uniques, propres à un seul endroit, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'océan semble vide. Seuls quelques grands dauphins nagent en apesanteur au milieu du plancton, que le dictionnaire définit comme l'ensemble des êtres de très petite taille en suspension dans la mer ou l'eau douce. Pour les dauphins et les tortues,
ces organismes transparents dont ils sont friands ressemblent à s'y méprendre aux sacs plastiques que l'homme laisse traîner en mer. Cela cause leur perte, et des milliers de tortues et de dauphins meurent chaque année d'occlusion intestinale pour avoir avalé trop de plastique. La vie se concentre autour du récif, comme si les poissons avaient peur du néant, du vide océanique, et étaient attirés par l'île comme par un aimant. Ces ludgens, carangues, balistes, poissons perroquets et poissons chèvres, les bien nommés, sont les principaux résidents sous-marins de l'atoll. Le comportement le plus remarquable observé par les biologistes à Clipperton est celui des murènes nageant en pleine eau. Ces poissons anguilliformes sont réputés vivre dans les anfractuosités des fonds rocheux, la gueule ouverte pour ventiler et se tenir à l'affût d'une proie inattentive. Voraces et redoutées des plongeurs, elles n'hésitent pas non plus à dévorer leurs congénères. Deux requins pointe blanche apparaissent après 3 heures d'exploration. Dans de mini-canyons de corail, les poissons chirurgiens cherchent un abri contre la forte houle océanique qui vient se briser sur l'atoll. Des dizaines d'espèces vivent dans cette zone de faible profondeur, brassée et oxygénée par les vagues, que l'on appelle le platier. Au camp, sous le regard des frégates, une équipe d'ichtyologues, des scientifiques spécialisés dans l'étude des poissons, cherche à en faire l'inventaire. Philippe Béarez et Bernard Serret du Muséum d'histoire naturelle de Paris et Xavier Villamichana, un étudiant en biologie marine, injectent du formol et de l'alcool dans la 50aine de spécimens qu'ils veulent préserver. Donc là, aujourd'hui, on met en collection ce que nous avons récolté hier et ce matin. Les poissons, les spécimens vont être déposés dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mais il y a eu très peu d'études, il y a juste une campagne américaine pour ce qui concerne les poissons. Et donc là, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a, non seulement de savoir ce qu'il y a à Clipperton, mais aussi pour comparer avec les autres îles du Pacifique. Donc c'est intéressant d'un point de vue biogéographique. Une séance d'identification commence. Les rapports des missions scientifiques précédentes font état de 115 espèces récifales, 48 espèces de haute mer, 5 espèces de requins, et un taux d'endémisme de 7,8%, anormalement bas compte tenu du contexte d'isolement de l'île. Clipperton compte bien moins d'espèces que des îles similaires. Ceci peut s'expliquer par la pauvreté du courant marin qui l'alimente. Il vient de l'ouest et traverse 6000 km d'océan sans toucher une seule autre terre. Le seul fait remarquable ici est la présence de très nombreuses mini-murènes d'à peine 5 cm de long. Peintre naturaliste australien, Roger Swenston est spécialisé dans la vie sous-marine. Ses aquarelles, d'une extrême précision, sont souvent préférées aux photos dans les guides d'identification. Les expéditions comme ceci sont, pour moi, sont géniales parce qu'il y a toutes sortes d'experts dans toutes sortes de domaines qui t'apportent continuellement les choses nouvelles. Tous les jours ici, je vois les choses que j'ai jamais vues de ma vie. Et c'est surtout ça, l'expédition, c'est la richesse de la variété d'expertise rassemblée dans un endroit. C'est génial. Mais c'est sous l'eau que cet artiste hors du commun s'épanouit.
Il lui faut parfois 10 heures de plongée pour recomposer une scène de la vie du récif. La peinture de Roger n'est pas la réplique d'un décor à un instant donné, mais le récit déroulé des multiples événements qui se sont succédés dans la journée, ce qu'aucune photographie ne pourra jamais faire. Les poissons s'habituent à la présence de Roger, immobile sur son bout de rocher. Ils ne sont plus en fuite ou méfiants, et le peintre peut saisir des comportements souvent difficiles à observer. Les poissons-chèvres reviennent toujours près du même bout de corail pour se faire déparasiter par les poissons chirurgiens. Les heures passant, les bancs sont toujours plus nombreux. Quelques centaines de mètres plus loin, les poissons se sont écartés. Une équipe franco-espagnole de biologistes est en quête d'organismes susceptibles de contribuer à l'élaboration de nouveaux médicaments anticancéreux. Leur institution a placé Clipperton sur une liste de 25 sites marins, sélectionnés à travers le monde pour un programme de recherche d'espèces inconnues. Retour au camp. L'après-midi, le vacarme des oiseaux est moins présent. À l'abri des tentes, les plongeurs de l'équipe franco-espagnole classent leurs trouvailles. Les organismes susceptibles de fournir une molécule résistante, anticancéreuse, sont les plus primitifs, les moins évolués, comme les éponges et tous les animaux marins fixés sur des rochers. Ces organismes, sans possibilité de fuite, doivent fabriquer des toxines pour se protéger d'éventuels prédateurs. Ces substances-là intéressent les chercheurs. Ils peuvent espérer y trouver des structures de chimie originales. D'autres équipes de plongeurs prennent le relais. Jean Prat, le responsable logistique, accompagne le cinéaste Didier Noireau, ancien de l'équipe Cousteau, et son assistant Yann Thomas. Ils partent pour de nouvelles explorations sous-marines. Celui-là avec son machin. C'est encore un oiseau de mort. Ah, c'est pas un univers tendre ici, hein. La passe capricieuse ne se franchit qu'à marée basse et n'autorise ainsi qu'une plongée par jour. Ces plongeurs d'exception utilisent pour leur exploration un appareil spécial qui recycle l'air et n'émet ni bulles ni le moindre bruit. Preuve de l'efficacité de l'appareil, Didier s'approche à la toucher d'une grande raie manta. Le monde du silence s'offre enfin à ces hommes devenus poissons parmi les poissons. La belle est escortée par 2 rémoras, les fameux poissons ventouses à l'affût des reliefs de ses repas. La raie manta s'est volontairement rapprochée du récif.
Soudain, sa queue est saisie de spasmes. C'est un signal. Aussitôt, une carangue noire monte vers elle et se positionne pour une opération visiblement bien rodée. Elle vient débarrasser la géante de ses parasites. Un comportement aussi insolite que rarissime, au dire du spécialiste. La plongée se poursuit. Lutjans, carangues arc-en-ciel, balistes, carangues à gros yeux. Les bancs de poissons se succèdent. Mais aux yeux de ces observateurs exercés, cette richesse n'est qu'apparente. Ici, à Clipperton, il y a beaucoup de poissons mais peu d'espèces. Est-ce dû à l'isolement de l'atoll ou bien le signe d'un déséquilibre naissant? Un grand requin-marteau sort soudain du bleu, étonnamment seul, venu lui aussi se faire débarrasser de ses parasites. Tu la vois? Ah oui, elle est là. Est-ce qu'on peut passer ça devant, là? Est-ce qu'on va avoir besoin de la place? Bernard Serret et son équipe en ont terminé avec le platier et s'attaquent aux espèces de haute mer. Hop, ça part. Pas décroché. Et là, on est en train de relever la ligne à requin. Malheureusement, même le bas de ligne en acier est cassé, donc ça veut dire qu'on a eu la visite d'un gros requin cette nuit. Dommage pour nous, tant mieux pour lui peut-être. C'est du câble acier en inox de 3 mm. Pour casser ça, il faut un monstre. Et voilà, c'est ça la pêche, aléatoire. Les premières plongées révèlent des eaux pauvres en requins. Un état alarmant si on le compare au banc de 500 requins-marteaux trouvés ici par Cousteau il y a 30 ans. Soit les eaux de Clipperton ont été pillées et vidées de leurs requins, soit l'augmentation de la température des eaux ou la pollution ont affecté l'écosystème et les poissons, les proies des requins, sont partis ailleurs. Bernard Serret est un spécialiste mondial des requins et de leur classification. De la lamie, le grand requin blanc. Et il y a un passage intéressant. Ce poisson mange les autres, il est très goulu, il dévore les hommes entiers, comme on a connu par expérience. Car à Nice et à Marseille, on a autrefois pris des lamies dans l'estomac desquels on a trouvé hommes armés entiers. Alors on peut se poser la question de savoir, un océan sans requins, après tout, est-ce que ça arrangerait pas tout le monde? Eh bien non, pas du tout, parce que les requins ont un rôle écologique extrêmement important dans l'écosystème marin. Ils maintiennent la bonne santé évolutive des proies, des populations de proies sur lesquelles ils se nourrissent. Parce qu'en éliminant donc les plus faibles, les chétifs, donc ils sélectionnent, c'est la sélection naturelle de Darwin, ils sélectionnent les plus aptes à la survie et donc à maintenir les caractéristiques de l'espèce des proies sur lesquelles ils se nourrissent. Les eaux de Clipperton sont aujourd'hui bien moins riches que celles des îles Coco, pourtant dans la même zone du Pacifique Est, où des bancs impressionnants de requins à pointe blanche mènent d'incroyables chasses de nuit. Des scènes qui ont vraisemblablement eu lieu à Clipperton il y a bien longtemps. Clipperton est une île inhabitée depuis des décennies. Les bateaux de pêche pirates sont nombreux à venir tourner autour de l'atoll. Seuls quelques navires, comme ce bateau américain spécialisé dans la pêche sportive, ont une licence en règle.
Bernard Serret a été invité à bord pour poursuivre son étude de la faune marine. Ça, c'est un thon jaune, yellowfin, tu vois. À cause des nageoires jaunes, des petites pinules. Ils aiment bien parce qu'à Clipperton, les poissons sont plus difficiles à... Ils appellent ça rough, plus rude. Parce que il y a moins de nourriture que dans les autres îles du coin. Et donc ceux qui survivent, c'est les costauds, quoi. C'est les malins. Les clients de ce bateau payent 7 000 $ chacun pour venir pêcher pendant 8 jours le thon jaune de Clipperton. Knows how to do that. Just as calm as can be, huh? Grâce aux requins donnés par les pêcheurs américains et ceux qui ont finalement été pêchés, Bernard Serret et Philippe Béharez peuvent se lancer dans l'étude approfondie de l'anatomie des requins propres à Clipperton, déceler d'éventuelles sous-espèces ou d'autres particularités anatomiques. Une connaissance qui passe encore par l'observation de cadavres, comme ce fut le cas pour les débuts de la médecine. Alors là, sur les requins, nous allons les mesurer, les peser et faire un certain nombre de prélèvements, donc de regarder les contenus stomacaux, etc., pour des études de biologie générale sur cette espèce, puisque nous avons la chance d'avoir un lot assez important de la même espèce. 3,2 kg. On a quand même une certaine idée de la faune en ce qui concerne les requins, mais on connaît très peu de choses sur la biologie générale des requins. Donc on est obligé de sacrifier quelques spécimens pour étudier la biologie. On n'a pas d'autres moyens malheureusement actuellement. C'est des requins pointe blanche, Carcharinus albimarginatus. Alors là, je sépare les mâles des femelles. Alors voilà, ici on a une femelle, donc on les distingue au niveau des nageoires pelviennes. Les femelles n'ont pas de différenciation au niveau de ces nageoires-là. Alors que si on prend un mâle, là, on voit qu'au niveau des pelviennes, on a deux appendices ici, de chaque côté, qui sont les organes copulateurs mâles, qui sont appelés les ptérygopodes, les pénis. Alors il a double pénis. Alors ici vous avez donc l'encéphale d'un requin. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici la partie antérieure qui sont les bulbes olfactifs qui sont reliés aussi par ces nerfs aux narines ici. On dit souvent que les requins sont des nez, on comprend pourquoi. Vous voyez la partie essentielle du cerveau, ce sont ces bulbes olfactifs. Ensuite vous avez les yeux qui sont reliés donc par les nerfs optiques aux bulbes optiques. Et ici vous avez les capsules auditives ici. Sous l'eau, on a une information sur le comportement et en les disséquant, on a une information sur leur morphologie, sur leur anatomie, ce qui permet donc pour moi, dans mon travail de systématicien, de distinguer les espèces. Philippe Béharez est lui spécialiste des squelettes de poissons. Il est consulté par des archéologues pour identifier des squelettes fossiles. Ah, c'est trop chouette, ils sont dans un bac de poissons. Didier et Yann sont repartis en exploration. Les multiples plongées confirment la relative pauvreté en espèces des eaux de Clipperton. Soudain, les habitants du récif se mettent à descendre le long du tombant. 20 mètres, 30 mètres. Les ludgens, les poissons-chèvres. Tous semblent répondre à un appel silencieux, irrésistible. Ils ne se préoccupent plus des plongeurs. Ils ont un mystérieux rendez-vous, là-bas, dans les profondeurs. Les plongeurs, captivés, suivent le mouvement. La descente se poursuit.
au pied de l'escarpement, ils croisent un rassemblement de gros mérous qui, eux, remontent. Que se passe-t-il? Les murènes, toujours plus nombreuses à danser en pleine eau, filent dans la même direction. Un comportement insolite, du jamais vu. Quel événement a déclenché cette migration silencieuse aux portes des abysses? Et puis le phénomène cesse aussi subitement qu'il a commencé. Le cortège se forme en sens inverse et chacun regagne ses pénates. Alors je viens de voir un truc que j'ai jamais vu avant. J'ai vu tous les poissons du récif, les poissons chèvres, filer vers le tombant et des murènes qui nageaient en pleine eau. Écoute là, incroyable. Mais je sais pas pourquoi et je sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça. Et puis ça a duré, attends, 5 minutes, au bout de 5 minutes c'était fini avec rien. Première fois que je vois ça, de ma vie. De ma vie mon garçon, 30 ans de métier. 30 ans de métier. Didier apprendra qu'il a assisté aux prémices d'une cérémonie rare. L'instant solennel où les mérous mâles lâchent de concert leurs semences, offrant un banquet à tout le récif. Au camp, l'heure est au bilan. Il est pessimiste. Jean-Louis Etienne partage ses impressions lors d'un débat avec le public du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Nous avons été les témoins de bateaux de pêche mexicains. On ne les a pas vus pêcher, mais nous avons vu les bateaux. Ce sont des seineurs qui font 70 mètres de long, chacun équipé d'hélicoptères. Donc ce sont des bateaux qui arrivent à stocker 900 tonnes de thon dans les soutes avant de repartir. Donc c'est une pêche très intensive. Et vraiment, c'est du pillage de l'océan. Vous voyez ces bateaux, vous devinez l'hélicoptère, ce sont des bateaux qui font 70 mètres, extrêmement modernes, avec des sonars pour détecter les bandes de poissons. Donc le poisson a très peu de chances d'échapper à ces bateaux-là. Et ce qu'il faudrait faire, c'est classer Clipperton dans une zone protégée, le faire avec des chercheurs mexicains. Et je crois que la seule façon de lui donner une dignité, de la protéger, ne pas en faire une zone parquée, interdite, avec des menaces d'amende qui ne sont jamais respectées, ça serait impossible à surveiller, mais de lui donner ce statut de réserve de l'océan, c'est ce à quoi je vais m'atteler en rentrant. Seul point positif, Bernard Serret estime que les populations de requins sont en cours de récupération. L'atoll est une zone de mise bas pour 2 espèces. Mais il est probable qu'en l'absence de règles strictes, la pêche intensive des ailerons de requins reprendra dès que les stocks auront atteint un niveau d'exploitation rentable. Une réalité qui devrait convaincre les autorités d'adhérer au projet de Jean-Louis Etienne.